Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à cette table ronde sur un sujet clé du BankTech Day, les évolutions réglementaires et leur impact sur l'accessibilité des produits financiers. On va parler d'inclusion bancaire, de protection des consommateurs, d'innovation technologique et évidemment de lutte contre la fraude. Et donc on va parler du cadre réglementaire dans ces sujets-là. On va explorer les tensions, les complémentarités autour de 3 grands axes. Donc la réglementation comme levier ou frein à l'innovation dans l'accessibilité des produits financiers, la réglementation comme outil de protection et enfin les leviers au-delà de la réglementation qui rendent les produits financiers plus accessibles. On va parler de pédagogie, de formation et de confiance. Avant de commencer, je vous propose de vous présenter. On va commencer peut-être par toi, Fanny. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Fanny Rodriguez, j'ai une double casquette. Je suis secrétaire générale de FinTechTure, qui est un établissement de paiement qui propose essentiellement du paiement par virement. Et je suis également présidente de la FEPAM, c'est l'Association française des établissements de paiement et de monnaie électronique. Nous avons 70 membres pour vous, voilà, pour donner une idée. Alors, je vois que ce n'est pas du tout la bonne photo. Mais, donc, je suis Thomas Courtois, je dirige Nickel. Nickel, c'est un compte, une carte, un RIB disponible en 5 minutes dans votre bureau de tabac. Ça fait 11 ans qu'on démocratise l'accès aux comptes courants. Et 4,5 millions clients nous ont fait confiance depuis 11 ans et ont ouvert un compte Nickel dans 5 pays, en France, en Espagne, au Portugal, en Belgique et en Allemagne. Et Ute Meyenberg, je représente les syndicats d'employés dans plusieurs institutions de supervision, notamment l'AMF, dans la commission des sanctions. À l'ANC, je suis à la commission durabilité. Je travaille aussi dans un groupe de travail de l'EFRAG et à IOPA au niveau européen. Merci à tous. On va commencer par vous, Fanny. Pensez-vous que la réglementation européenne a permis de développer des produits financiers plus accessibles ? Alors, vaste question, et j'ai envie de dire oui, mais elle peut aussi ralentir l'innovation. Alors, pourquoi disons que même en l'absence de réglementation, l'innovation se fait au quotidien, et l'accessibilité, quand c'est un besoin exprimé par des clients potentiels, tout le monde s'y penche. Donc je peux donner des exemples. Parmi les membres de la FEPAM, certains existaient, proposaient des produits alors même qu'il n'y avait pas de réglementation. Je vais citer Linkso, Banking, qui c'était des étudiants, ils constataient qu'ils étaient souvent à découvert et ils ont créé une application qui les alertait quand leur compte allait passer à découvert. Et donc là, il n'y avait pas de réglementation, ils ont inventé leur application. Et c'est là que la réglementation... Donc, on est toujours en zone grise, souvent quand on innove. Et là, le régulateur s'est demandé, qu'est-ce que je fais? J'ai des établissements non régulés qui accèdent à des comptes bancaires. Est-ce que j'interdis? Est-ce que j'encadre? Donc, la réglementation, finalement, le choix a été fait d'encadrer. Donc, elle accompagne, on peut dire, l'accessibilité, puisqu'elle n'a pas interdit, elle a encadré. En faisant ça, elle a offert, bien sûr, plus de sécurité. Mais elle complexifie le rendu du service. Elle a aussi l'avantage. Alors, il y a un troisième impact de cette réglementation, c'est qu'elle a permis la création de nouveaux acteurs, comme FinTechTure par exemple, qui n'existaient pas avant, a vu la réglementation arriver et s'est dit « Ah, il y a des opportunités, c'est légal, donc je peux lever plus facilement des fonds, donc j'y vais ». Donc en fait, c'est pas noir ou blanc. Ça aide, ça accompagne, ça sécurise, mais ça peut ralentir. Thomas, Nickel est né dans un cadre réglementaire spécifique. Est-ce que parfois ça vous a limité dans votre développement ? Non, mais je vais prolonger ce que disait Fanny. D'abord, Nickel n'existerait pas sans une évolution réglementaire, puisqu'on propose l'ouverture de comptes courants à nos clients et on leur fournit tous les services de paiement. Sans être une banque, nous sommes un établissement de paiement, donc c'est un statut qui a été créé beaucoup plus récemment. Donc Nickel est né avec une évolution réglementaire. Ensuite, je pense qu'on va tous s'accorder sur le fait que la réglementation est indispensable pour fixer les règles du jeu, protéger les consommateurs, l'économie et la société même au sens large. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. En revanche, c'est vrai qu'en fixant des règles, le risque c'est d'introduire de la complexité, et notamment de la complexité qui peut exclure certains segments de clientèle ou certaines populations. Donc typiquement, au moment d'un parcours d'ouverture de compte,
c'est un parcours dans lequel tous les établissements, y compris Nickel, ont énormément d'obligations, notamment sur la connaissance des clients, le KYC. Et donc, notre savoir-faire à Nickel, ça a été justement tout en respectant évidemment strictement la réglementation, en étant très exigeant en termes de lutte contre la fraude, etc., mais d'apporter toute la technologie qui permet de simplifier le parcours pour pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre. Donc voilà, c'est évidemment la réglementation introduit de la complexité, mais je pense que c'est aussi notre rôle à nous de surmonter cette complexité et de rendre un parcours qui soit le plus simple, le plus digeste possible pour les utilisateurs, sans négocier rien du tout sur la réglementation. Ute, quel est le rôle du régulateur pour créer un environnement propice à l'innovation sans complexité excessive? Oui, c'est une très bonne question et c'est une question complexe parce qu'on voit justement là, dans la table ronde précédente, on a parlé de la CSRD et des changements maintenant qui ont lieu. Donc je pense qu'une première chose, c'est la stabilité réglementaire qui est quand même importante parce qu'on ne peut pas se permettre, c'est difficile de créer quelque chose si l'environnement réglementaire change tout le temps. Ensuite, évidemment, comment dire, nous sommes ici dans une autre thématique, l'ESG, et je pense que la réglementation doit à la fois protéger les consommateurs de façon suffisante, mais en même temps encore donner des marges de manœuvre. Et donc c'est là où le rôle du régulateur est vraiment de trouver cet équilibre qui n'est pas toujours évident. Et en même temps, le régulateur ne peut pas tout faire. Il y a aussi toute une partie protection des consommateurs qui passe en fait par l'éducation des consommateurs. Donc il y a vraiment cette double exigence. Et finalement, il faut qu'il y ait des règles qui soient transparentes et qui garantissent donc une stabilité du secteur financier tout en protégeant et en permettant l'évolution de nouvelles pratiques. Ça fait le lien du coup sur la protection des consommateurs. Thomas, chez Nickel, comment avez-vous construit la protection du client dès la conception produit ? Ça, je dirais qu'on l'a intégré dès le départ. Par définition, la volonté de Nickel, quand on est né il y a 11 ans maintenant, c'était de démocratiser l'accès à un produit dont on a tous besoin dans nos vies aujourd'hui et pour s'intégrer dans la société, c'est-à-dire un compte bancaire et avec tous les moyens de paiement modernes qui l'accompagnent. Donc Nickel a développé pour ça une offre qui soit à la fois universelle, c'est-à-dire qu'accueille le plus grand nombre de clients. Nous sommes le compte pour tous. Une offre qui est simple avec un parcours d'ouverture de compte en 5 minutes, mais il faut aussi que toute la gestion du compte soit la plus simple possible. Une offre qui soit utile et qui soit bienveillante. Donc ça, ce sont des critères qu'on intègre dans tout le développement de nos offres. Donc on dépense beaucoup d'énergie et on investit beaucoup pour faire en sorte que le compte soit accessible au plus grand nombre. Donc on accepte par exemple 190 passeports différents à l'ouverture de compte, qu'on est capable de contrôler chacun grâce à la technologie. On a développé, notre application est disponible en français et en anglais. On a développé un service client qui est accessible aux sourds et aux malentendants. On a été parmi les premiers à introduire une encoche sur nos cartes pour que les aveugles et les malvoyants sachent dans quel sens l'utiliser. Donc voilà, on fait tout pour que le produit soit le plus inclusif possible. On fait tout pour qu'il soit le plus simple possible à utiliser, c'est-à-dire que la façon dont on expose le relevé de compte, les opérations à nos clients est hyper simple. Il y a le logo du commerçant, l'adresse du magasin, comment j'ai payé, est-ce que j'ai introduit ma carte, est-ce que j'ai payé sans contact, est-ce que j'ai payé avec mon téléphone, est-ce que c'était Apple Pay, Google Pay, enfin bref. On donne beaucoup d'informations de façon hyper simple pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc c'est là où on en vient un peu à l'éducation aussi de nos clients et je pense qu'on a aussi un rôle à jouer en la matière. Donc voilà, universalité, simplicité et puis sécurité bien sûr. Et donc on investit énormément pour à la fois sécuriser nos parcours sans qu'ils soient trop compliqués non plus pour les clients. Et donc là aussi, c'est énormément de technologies, de systèmes d'alerte, etc. Et qu'on essaie à chaque fois de mettre à bon escient pour éviter d'introduire trop de friction tout en sécurisant au maximum les parcours. Voilà, je dirais, les actions qu'on peut avoir à notre niveau pour rendre cette offre la plus inclusive possible, sans exclure personne et tout en protégeant au maximum les clients. Tiens, un dernier point que je voudrais faire, c'est que nos valeurs nous amènent parfois à des choix qui sont un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir sur le marché. Typiquement,
on se refuse de proposer des crypto-monnaies à nos clients, typiquement pour éviter de les inciter à spéculer ou à céder aux sirènes qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est aussi des choix qu'on fait qui sont un peu contre nature par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché, mais ça vient aussi, c'est notre façon à nous aussi de protéger les clients. Il y a aussi l'absence de découvert que vous avez? Absolument, l'absence de découvert qui est un élément qui nous permet d'accueillir un public le plus large possible, puisqu'on ne craint pas le risque de crédit de nos clients. Donc ça veut dire qu'on peut ouvrir plus large que le font les acteurs traditionnels. Et ça permet à nos clients d'éviter toutes les mauvaises surprises associées au coût du découvert ou au coût des opérations en dépassement, etc. Donc effectivement. Et puis ça nous évite aussi les mauvaises surprises à nous, par ailleurs. Mais voilà. Fanny, au sein de Fintecture, comment vous conciliez protection et fluidité d'usage? Alors déjà, la protection, j'ai envie de dire qu'elle y est by design. À partir du moment où on est régulé par la CPR, on bénéficie d'une protection qu'on n'a pas si on n'est pas régulé. Donc, il y a la protection du fait de la réglementation, des contrôles du régulateur. La compliance est associée dès le début à la création des produits. Donc, ça veut dire qu'on vérifie le produit soit conforme. On est très attaché, comme Fintecture propose du paiement par virement aux commerçants, en général des gros commerçants du CAC 40. On est très attaché à la lutte contre la fraude. On dit souvent un établissement de paiement bénéficie pas d'une crédibilité et d'une réputation qui puisse lui permettre de subir des fraudes, de rester dans la presse en étant associé à des fraudes et de conserver des clients. Donc on a une tolérance, j'ai envie de dire zéro, on n'a jamais zéro en matière de fraude, mais la plus basse possible en matière de fraude. Ceux qui protègent aussi en termes d'accessibilité ceux qui viennent chez nous. On a développé des algorithmes propres, on a investi là sans obligation réglementaire, mais c'était un vrai choix pour nous et pour nos clients de pas avoir d'offrir un parcours sécurisé. Pour autant, on souhaite la fluidité la plus extrême sur les parcours, c'est le propre d'une fintech. Et ça aussi, j'ai envie de dire, quelque part, ça protège le client parce que quand on a un parcours simple en 3 clics, s'il passe en 5, le client peut se demander est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on a la protection, mais on veut la fluidité du parcours client qui le protège. On souhaite aussi pouvoir répondre à des besoins non satisfaits sur le marché. L'idée, c'est qu'on puisse utiliser notre solution de paiement quand la carte ne fonctionne pas parce qu'il y a des plafonds très élevés, ou quand des moyens de paiement peuvent être aussi très chers, on en parlait, ou quand pour un certain public qui n'aurait pas accès à la carte, pour des raisons de faibles revenus, ils peuvent utiliser l'initiation de paiement, le paiement par virement, puisque tous les comptes bancaires sont accessibles aux initiateurs de paiement. Donc, on peut proposer un paiement par virement à ceux qui ne disposeraient pas de la carte. Merci. Selon vous, Huth, avec la montée des fraudes, donc le phishing, les faux conseillers, quel dispositif réglementaire ou pratique pour renforcer et protéger les publics fragiles? Peut-être juste pour compléter un peu Fanny, effectivement, pour la réglementation, il est aussi difficile ou important de permettre à la fois l'accès à la finance et n'exclure personne, donc, et en même temps, donc, oui, permettre cet accès à tout le monde. Oui, concernant les fraudes, en fait, je pense que les fraudes en ce moment sont essentiellement liées à la numérisation. Et là, c'est à nouveau ce chemin de crête, en fait, entre une réglementation qui protège et une éducation des consommateurs. Je pense que là, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un certain nombre de fraudes qui n'existeraient pas s'il y avait encore plus de relations face à face. Et notamment, on a entendu parler là récemment de la fraude aux fonds conseillers qui, très clairement, si on devait encore aller dans une agence bancaire, ce ne serait pas le cas. Maintenant, on ne peut pas empêcher la progression, le progrès. En fait, à la fois, il faut protéger les personnes, un public fragile, et
où l'accès est compliqué déjà pour certains publics, soit du public très défavorisé ou des personnes âgées. La numérisation et qui les expose aussi plus à la fraude est à la fois donc un danger, mais en même temps il y a la problématique de l'accès tout court pour ces publics-là. Et donc là, c'est difficile pour les régulateurs. Il faut peut-être des services sociaux aussi qui interviennent. Et d'autre part, en fait, il faut protéger les jeunes qui sont beaucoup plus aptes à investir dans, par exemple, les crypto-monnaies. Et là, le règlement MiCA peut aider, mais ne fait pas tout. Donc, à l'AMF, il y a une campagne pour les jeunes qui a été lancée en octobre dernier, qui s'appelle Investopolis, et qui fait avec des BD, avec des vidéos, etc., des jeux qui en fait incitent les jeunes à faire plus attention à ces monnaies. Donc il y a toujours ce volet éducation en fait qui est très fort. Merci. On peut passer sur la partie pédagogie, du coup, formation, confiance. Donc on voit bien que tout ne peut pas être encadré par la réglementation en termes d'accessibilité des produits financiers. Donc rendre des produits financiers plus accessibles, c'est déjà les rendre plus compréhensibles pour tous et faire preuve de pédagogie. Thomas, vous chez Nickel, comment vous sensibilisez les jeunes, par exemple, face aux fraudes? Ouais, d'abord, donc effectivement, de présenter simplement les opérations et de comprendre ce qu'on fait avec son compte, c'est déjà primordial. Et puis ensuite, le sujet de l'éducation financière, Ute, vous en parliez tout à l'heure, c'est fondamental. Et nous, Nickel, on essaye de jouer notre rôle, hein, comme le colibri, on prend notre part. Et on essaye de le faire alors, par des canaux classiques, email, communication à nos clients, mais on essaye aussi de le faire de façon un peu plus moderne aussi parfois. Donc, notamment, on fait des sessions live sur Facebook, TikTok, avec notre responsable antifraude qui est d'ailleurs en train d'intervenir en même temps que moi dans une autre salle, André Romain, donc la star de TikTok est par ici. Et donc voilà, donc ce sont des sessions qui rassemblent plusieurs milliers de clients. On a eu 16 000 clients, je crois, à la dernière session qu'on a faite, et qui sensibilisent nos clients sur les bonnes pratiques en termes de lutte contre la fraude. Voilà. Donc vous avez adapté votre communication par rapport à votre public. Fanny, quel rôle peuvent jouer les fédérations comme la FEPAM dans l'éducation financière? Est-ce que vous travaillez avec les institutions ou les fintechs pour structurer les démarches collectives de pédagogie autour des moyens de paiement? Oui, alors le rôle d'une association, et je suis en train de penser que Nickel doit être membre de la FEPAM, non? Voilà. Donc j'ai pris mes fonctions, non? En tout cas, j'ai pris mes fonctions il y a quelques mois. En tout cas, le rôle d'une association, c'est de sensibiliser déjà ses membres sur les réglementations, comprendre leur activité et en fonction de leur activité, les sensibiliser sur les obligations, pas les obligations, mais aussi les besoins du marché, les remonter. Donc, il y a une sensibilisation qui se fait en interne de la FEPAM. Ensuite, on est membre, puisque la FEPAM, c'est une association un peu, de taille bien plus modeste, mais comme la Fédération bancaire française, on est une association créée par la loi. Donc, comme on était créé par la loi, on a accès à des groupes de travail du régulateur, de la CPR, où on peut tous ensemble échanger, tous les acteurs de la place française, pour savoir comment améliorer la situation, trouver des solutions, aussi collaborer entre nous, parce que voilà, on peut trouver des solutions collectives, voire se répartir de temps en temps en fonction de nos centres d'activité, de notre plus-value, les sujets. Et la dernière étape, c'est qu'on parle évidemment à d'autres associations. Donc on sort de la FEPAM, on sort des acteurs régulés de la place, mais avec d'autres associations françaises et européennes aussi, puisque voilà, et d'autres homologues. Nous, on va annoncer un partenariat prochainement dans d'autres pays européens, parce que bon, la fraude, ça s'arrête pas aux frontières. On a aussi de plus en plus de mobilité, des jeunes, des étudiants, des moins jeunes, et donc essayer aussi de trouver ce qu'on peut faire au niveau européen, ou en tout cas en prenant en compte ce besoin de mobilité. Merci. Ute, quelles campagnes ou bonnes pratiques, selon toi, en matière de pédagogie, sont efficaces? C'est
très difficile, hein, parce que je pense qu'on sait si c'est efficace, enfin, on sait si c'est pas efficace parce que c'est quand une fraude se passe, mais on ne sait pas si c'est efficace parce qu'il n'y a pas de fraude. Donc, c'est d'où la complexité. Donc, j'ai déjà parlé de l'éducation financière, de l'info, enfin, notamment de la campagne de l'AMF sur les crypto-monnaies, qui est assez innovatrice, hein, et ça, c'est un peu nouveau. Ensuite, la Banque de France a évidemment un site, et c'est elle qui est en fait en charge de cette lutte contre la fraude et de l'éducation des consommateurs. Et en troisième mesure, évidemment, il y a toujours cette augmentation des sécurités pour les comptes bancaires, etc., des mots de passe. C'est là aussi, il y a toujours cette double problématique parce que ça complexifie évidemment l'accès, d'où encore les publics défavorisés que vous tentez d'avoir aussi, qui ont encore plus de mal parce qu'ils n'ont pas forcément des ordinateurs, parfois uniquement des téléphones portables où il faut tout manier en même temps. Mais en même temps, on court finalement derrière les fraudeurs qui peuvent avoir toujours une petite longueur d'avance. Donc, l'enjeu est permanent. Et d'ailleurs, il faut savoir que tous les employés de banque, et j'en fais partie en fait, nous sommes amenés tous les ans à faire des formations qui nous embêtent évidemment, parce que c'est les formations obligatoires, mais qui finalement conscientisent et qui permettent après aussi aux acteurs du marché d'avoir conscience de ce problème et de faire eux-mêmes aussi des campagnes. Parce que toutes les banques, toutes les institutions ont finalement sur leur site internet maintenant des mises en garde contre les fraudes. Pendant la préparation à la table ronde, tu nous disais que tu étais représentant de nombreux autres syndicats. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Représentante des autres syndicats? D'autres syndicats, d'autres organismes, d'autres associations que tu représentais? En fait, je représente la CFDT, donc à l'autorité des normes comptables. Et là, en fait, je donne mon avis donc, sur la CSRD et en ce moment, la simplification dont on n'est évidemment pas très content. Ce qui a été évoqué dans la table ronde d'avant. À l'AMF, je représente... Il y a 2 places pour des syndicats. Mon collègue est quelqu'un de la CGT. Ça n'a absolument aucune influence sur quoi que ce soit qu'on fait par rapport au jugement qu'on peut émettre dans l'AMF. À l'EFRAG, je suis dans le groupe de travail sur les normes bancaires. Et là... j'ai eu lire de la Confédération européenne des syndicats parce que je voulais empêcher d'avoir trop d'indicateurs dans le domaine social parce que on a bien vu que maintenant avec l'effort extrême de simplification, parfois il n'est pas bon d'avoir trop, il vaut mieux avoir la bonne mesure. D'ailleurs c'est ce que j'ai dit tout le temps là. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore un autre. AIOPA, c'est l'autorité des assurances et des fonds de pension. Et là, on est sur des considérations de retraite par capitalisation, essentiellement, qui rentrent en ce moment dans le débat des retraites, par la toute petite porte. Plein de casquettes. Thomas, s'il y avait une chose à changer demain pour rendre la finance plus accessible, ce serait quoi pour toi? Alors, en préparant cette question, on a parlé pas mal de réglementation. Moi, je voudrais parler de politique publique. Il y a énormément de politiques publiques qui visent à l'inclusion financière. Il y a le droit au compte, la mission d'accessibilité bancaire. Il y a tout un tas de règles qui ont été émises pour que chaque établissement financier joue sa part dans l'inclusion financière. Mais je pense qu'il serait pertinent de remettre à plat maintenant ces politiques publiques, compte tenu de tous les acteurs innovants qui sont entrés dans le marché et qui sont, à mon avis, pas suffisamment pris en considération dans ces politiques-là. Nickel en a un exemple. Il y a un rapport qui montrait, un rapport de la Banque de France qui montrait que le droit au compte a été divisé par 2 grâce à l'apparition d'acteurs comme Nickel. Et donc je pense qu'on joue un rôle majeur en termes d'inclusion financière, tout en étant complètement exclu des politiques publiques en la matière, et je trouve ça dommage. Voilà, c'est pas tout à fait de la réglementation, mais c'est un peu autre chose. Très bien. Fanny?
Moi, je dirais peut-être 3 points. Je pense que c'est important que les textes se fassent en collaboration avec tous les acteurs. On a vu, enfin des acteurs de la FEPAM ont vu que des textes se sont faits parfois en vase clos et après, quand on doit les mettre en œuvre, c'est très coûteux pour tout le monde et la victime, c'est le client. Donc voilà, donc pas de vase clos, quand même quelque chose de simple et de compréhensible parce que quand personne ne comprend ce qu'il y a dans les textes et qu'en plus on sait que ça a été voulu par le régulateur parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, donc ils ont adopté un paragraphe qui n'avait pas vocation à être compris. C'est pas l'optimum, surtout quand on parle d'accessibilité. Et aussi peut-être de la pédagogie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses en place, mais il n'y a pas forcément l'information qui est disponible à tout le monde, et c'est dommage. Donc faire de la pédagogie, de la communication sur ce qui existe. Merci. Sur la fabrication des textes ensemble, je crois que c'est effectivement très important. Mais quand on regarde la fabrication des textes européens, c'est justement une fabrication qui est faite en commun. Et donc, il faut contenter tous les porteurs d'intérêt, ce qui fait que parfois, dans le même texte, on peut avoir des choses contradictoires. Donc, d'où aller sur la compréhensibilité, c'est pas toujours facile en fait. Et après, évidemment, il y a les transpositions qui font aussi qu'il peut y avoir des différences entre pays, etc. Donc c'est la quadrature du cercle. Hein. Pour moi, le bon texte européen, c'est celui qui arrive à satisfaire tous les intérêts sans être contradictoire. Mais voilà. Très bien. Merci beaucoup à tous les 3 pour cet échange. Et je vous souhaite à tous une très bonne suite de conférences. Merci.